Place maintenant aux dames rayonnantes. Sainte Marie-Madeleine, la deuxième dame de la chrétienté. Marie-Madeleine est d'abord un personnage éminent de la chrétienté. Elle est celle qui a suivi le Christ jusqu'au bout. Quand les apôtres l'avaient soit trahi, soit renié, tous, elle était encore là, jusqu'à l'ensevelissement dans le tombeau, jusqu'à revenir seule prier sur sa tombe. Elle est le premier être vivant auquel le Christ ressuscité est apparu. Le pape François a dit d'elle qu'elle était l'apôtre des apôtres et le témoin de la miséricorde. Marie-Madeleine est ensuite la sainte patronne de la Provence. Selon la tradition provençale, une méchante embarcation chargée d'émigrés fuyant les persécutions religieuses accoste un peu par hasard sur le rivage des Saintes Maries de la Mer. Le rivage de ce qui deviendra plus tard, bien sûr, les Saintes Maries de la Mer. Là, les deux femmes les plus âgées, épuisées par le voyage, décident de s'établir sur le rivage accueillant avec leurs servantes. Les autres vont parcourir la Provence pour l'évangéliser. Et c'est ainsi que Marie-Madeleine est amenée à prêcher devant Marseille. Ce tableau, qui est mis en valeur au musée d'histoire de Marseille, nous montre Marie-Madeleine en train de prêcher, avec une vision de Marseille, la toute première que l'on ait de Marseille, reconstruite après le sac de 23. Au Moyen-Âge, on mélange allègrement les époques, ça ne pose pas problème. Après avoir prêché, Marie-Madeleine va se retirer à la Sainte-Baume. Dans la foule qui vient l'entendre, il y a l'héritier de la maison d'Anjou-Sicile, parce que Marie-Madeleine est la protectrice de la maison d'Anjou-Sicile. Tout débute en 1254, c'est précis. Cette année-là, le roi de France, Louis IX, qui deviendra Saint-Louis, est de retour de sa première croisade en Orient. Croisade difficile. Il était parti depuis Aigues-Mortes, ville aménagée à l'occasion. Il va en pèlerinage à la grotte de la Sainte-Baume. Le frère de Louis IX, Charles Ier, comte d'Anjou, est devenu comte de Provence par son mariage avec la quatrième fille du comte de Provence, Raymond Béranger. Le pape sollicite Charles d'Anjou pour aller conquérir la Sicile. Le pape n'est pas satisfait de la dynastie qui règne, il veut y mettre de l'ordre, il fait appel à Charles. Charles d'Anjou part, il est couronné roi de Sicile en 66. Tout y est, Anjou, Provence, Sicile, protection du roi de France, protection du pape et invocation à Marie-Madeleine. Chacun des souverains successifs de la maison d'Anjou-Sicile va accomplir des actes forts en faveur de Marie-Madeleine. Chacun. Je vous cite deux exemples. Charles II d'Anjou va faire réaliser des fouilles à Saint-Maximin, aboutissant à la découverte de reliques attribuées à Marie-Madeleine. Charles II d'Anjou venait d'offrir au pape un marquisat appartenant au comte de Toulouse, qui était devenu le comtat venessin. Le roi René va faire réaliser des fouilles aux Saintes-Maries, aboutissant à la découverte de reliques attribuées aux compagnes de Marie-Madeleine. Sainte Marie Jacobée, Salomé et Sarah, bien sûr. C'est donc tout naturellement à Marie-Madeleine en premier que René s'adresse au moment de rendre son âme. Il lui demande d'intercéder en sa faveur. René a disserté sur les vices et vertus des princes dans son ouvrage « Le mortifiement de vaine plaisance ». Connaît la question. Il est pieux, il est charitable, c'est-à-dire qu'il fait la charité. Il a favorisé le clergé. Il a peut-être surtout favorisé, et c'est un bon argument, la piété populaire. René a multiplié dans toutes les villes et villages les représentations de ce théâtre religieux qui porte le joli nom de mystère. Tout le monde y participe, les bourgeois, les artisans, le petit peuple, le clergé. On représente des scènes de la vie des saints ou des scènes de l'Évangile, de préférence la Nativité ou la Passion. Ces mystères vont profondément marquer l'imaginaire. Il y a un fascinant dialogue entre le roi et la sainte. Que se disent-ils ? René veut être pris en compte dans sa qualité de roi qui n'est pas soumis aux règles du commun des mortels. Deuxième dame rayonnante, la dame du patriotisme. Vous aviez deviné, la dame d'Ulysse. Dame d'Ulysse parce que c'est le titre que Charles VII lui a octroyé.
un beau titre qui est aussi dérisoire. Beau parce que le lys est le symbole du royaume de France. Et Jeanne a incarné le sursaut national pour sauver le royaume de France. Dérisoire parce que ce titre n'est pas accompagné de terre, ce qui est le cas lorsque normalement on accorde une seigneurie, et qui ne sera pas transmissible à ses héritiers, ses frères et neveux. Charles VII s'y opposera, contrairement à tous les usages. Il faut dire que Jeanne est une jeune fille qui dérange à son époque, d'une façon qu'on a peut-être du mal à se représenter aujourd'hui. Une fille qui s'habille comme un homme, qui se coupe les cheveux comme un homme, et qui n'a de cesse d'aller vivre au milieu des hommes, des soldats. C'est scandaleux, scandaleux. Elle est transgressive. Une paysanne, son père, qui est un paysan aisé, a prévu pour elle un mariage dans le même milieu. Et voilà qu'elle part pour un voyage sans retour, où elle va s'aviser de donner des conseils au roi de France, une paysanne, d'essayer de commander à des grands seigneurs, à des capitaines de guerre. Il faut que la France soit tombée bien bas pour qu'on accepte cela. Jeanne est ensuite subversive. Où irait-on si chacun d'entre nous s'avisait de communiquer directement avec Dieu, éventuellement par l'intermédiaire des saints, mais sans le clergé? Jeanne ne veut pas entrer dans les ordres, elle veut faire la guerre. Et Jeanne ne peut pas obéir aux grands ecclésiastiques qui ont rallié le traité de Troyes. Elle est subversive. C'est une hérétique, c'est une sorcière. L'Église mettra 5 siècles à lui pardonner cela. 5 siècles. Et enfin, Jeanne est séditieuse, mais c'est son titre de gloire. Elle est pour la légitimité contre la légalité, pour le roi légitime contre le roi illégitime. C'est une révoltée, une rebelle, une patriote. Et quel courage il lui a fallu, depuis son petit village de Domrémy, pour aller trouver le sire de Baudricourt, le capitaine de Baudricourt, sire de Vaucouleurs. Baudricourt a prêté serment de vassalité au duc de Bar. Il occupe même une charge à sa cour, où il est fréquemment. Est-ce qu'on peut imaginer que Baudricourt ait pris l'initiative de fournir une escorte à Jeanne pour aller trouver le roi à Chinon, sans en référer au duc de Bar, voire sans en avoir reçu l'ordre formel? Les historiens sont partagés sur ce point. Par contre, ils reconnaissent tous que peu après Jeanne, c'est René qui part rejoindre Charles VII, son beau-frère. Ceci étant, Jeanne ne sera jamais considérée comme proche de René. Est-ce que c'est un reste de prudence vis-à-vis du duc de Bourgogne qui fait que René garde des distances avec Jeanne? Est-ce que c'est parce qu'il faut laisser la place, toute la place nécessaire à la légende de Jeanne? Est-ce que c'est le fossé qui sépare un grand seigneur d'une fille commune? Ils partagent pourtant des moments intenses. L'apothéose de Jeanne, c'est le sacre de Reims. Ils communient tous dans la même ferveur mystique. Jeanne est emprisonnée à Rouen, René, lui, retourne au duché de Bar. A-t-il eu une pensée pour la jeune fille sublime devant ses juges de Rouen? Elle qui est illettrée, elle déjoue les pièges que lui tendent les savants ecclésiastiques. Et alors qu'elle a été abandonnée par tous, elle reste fidèle à tous ceux qui l'ont abandonnée. L'histoire a assuré le triomphe de Jeanne, de la paysanne sur le roi. Combien de noms de rues, de places, d'institutions pour l'un et pour l'autre? Combien de livres, de films, de sculptures, de peintures pour l'un et pour l'autre? Ma troisième dame rayonnante va peut-être vous surprendre. Il y a pourtant une bien belle lumière qui émane d'elle. C'est la dame de beauté, Agnès Sorel. Pour Agnès, tout débute véritablement à l'occasion des extraordinaires fêtes de Nancy de 1945. Pendant toute sa vie, René va donner des fêtes magnifiques, de très belles fêtes. Jamais il n'y en aura de plus prestigieuses que les fêtes de Nancy. Jugez-en plutôt. 2 rois honorent de leur présence ces fêtes. Le roi de France, Charles VII, est l'invité d'honneur. Il assiste à tout, à tel point que les chroniqueurs vont dire que pendant 7 mois, Nancy aura été la capitale de la France. Le roi René est dans son rôle d'hôte. Pour lui, l'enjeu est crucial. Il vient d'être chassé honteusement de Sicile. Il veut apparaître non pas comme un roi déchu, mais comme un roi en titre qui va retrouver son royaume et qui, en attendant, est un des plus puissants personnages de son temps. 2 reines, la reine de France, Marie d'Anjou, sœur de René. La reine Marie assiste au début des fêtes, puis elle se retire et elle a raison de se retirer.
Isabelle de Lorraine. Elle est là par intermittence. Elle n'assiste qu'au temps fort qu'elle rehausse encore de l'éclat de son prestige. Une troisième reine, Marguerite d'Anjou, épouse le roi d'Angleterre à l'occasion de ses fêtes. On n'a jamais rien vu d'aussi beau. Il y a encore d'autres noces, les noces de la deuxième fille de René, Yolande d'Anjou, qui épouse Ferry de Lorraine, comte de Vaudémont, le fils de celui qui avait donné tant de problèmes pour la succession à la Lorraine. De belles noces également. Mais la véritable reine de ces fêtes, c'est Agnès Sorel. Elle est déjà la maîtresse de Charles VII depuis plus d'1 an. Elle est demoiselle d'honneur de la reine Isabelle de Lorraine. Et pour la première fois, Charles VII laisse éclater tout son bonheur. Lui qui a été un enfant renié par ses parents, un dauphin humilié, il est un puissant roi, reconnu par tous. Et il a à ses côtés la plus belle femme du monde. Agnès a un charme, une beauté incroyable. René, lors des fêtes de Nancy, n'a rien laissé au hasard. Chaque fois qu'Agnès est apparue, elle avait les étoffes les plus chatoyantes, les lumières les plus douces, les musiques qui la mettaient en valeur. Chaque fois que Charles VII voulait s'exercer à une joute dans un tournoi, il gagnait immédiatement. Il pouvait déposer son trophée au pied de sa belle. C'est à Nancy que Charles VII va décider de doubler les sommes allouées à la reine Marie pour ses dépenses personnelles et de lui affecter Agnès Sorel comme demoiselle d'Aurore. Le charme d'Agnès est tel qu'elle a servi de modèle à plusieurs reprises pour des représentations de la Vierge Marie. Là, vous avez Marie allaitant l'enfant Jésus. Sensible et très éduquée, Agnès Sorel est touchée par la passion qu'elle inspire à ce roi vieillissant. Elle va aussi l'influencer. Elle va favoriser la carrière d'un négociant habile, Jacques Coeur. Comme par hasard, Jacques Coeur va installer ses entrepôts et sa flotte de bateaux dans le port de Marseille. Agnès Sorel va inciter Charles VII à reprendre le combat contre les Anglais. Cependant, ce qui va permettre à René de récupérer les terres qu'il n'a pas encore récupérées. Agnès meurt en 1450, assassinée, empoisonnée au mercure. Charles VII accuse Jacques Coeur. C'est absurde, mais c'est très commode parce que ça lui permet de ne pas rembourser à Jacques Coeur les sommes qu'il a avancées pour financer l'effort de guerre contre les Anglais. Est-ce qu'il s'agit de Louis XI, le futur Louis XI, qui a montré de la colère devant les humiliations infligées à sa mère? Louis XI va pourtant protéger les filles d'Agnès et il va s'opposer à ce que les religieux de Loches enlèvent de l'église la sépulture que Charles VII a fait édifier pour Agnès. Même morte, Agnès est lumineuse. Sa sépulture est sculptée dans une pierre d'albâtre qui irise la lumière. Des anges protègent le buste de la jeune femme, un agneau réchauffe ses pieds. C'est une merveille. René a compté dans la trajectoire d'étoiles filantes d'Agnès Sorel.